Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour ce quatrième cours de la mécanique dans lequel nous allons nous intéresser au mouvement des satellites et des planètes. On va commencer par un rappel général dans lequel on donnera quelques définitions et on va vous rappeler donc des différents référentiels d'études. Puis on passe à la description des trois lois de Kepler qui nous seront nécessaires pour l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil, donc dans la troisième partie. Et finalement, l'étude du mouvement des satellites autour de la Terre dans la dernière partie. Commençons donc par le rappel. Quand un objet est dans le champ gravitationnel d'une étoile, et donc il tourne autour de cette dernière, c'est ce qu'on appelle une planète. Et sur l'exemple le plus connu, c'est donc notre système solaire, qui a comme centre donc le Soleil. Il y a 8 planètes qui tournent autour donc du Soleil. Mais ceci donc est vrai pour n'importe quelle étoile et pour n'importe quel système solaire. Et quand un objet est dans le champ gravitationnel d'une planète maintenant, et c'est-à-dire qu'il tourne autour de la planète, c'est ce qu'on appelle un satellite. Le but de ce cours est d'étudier le mouvement des planètes, par exemple dans notre système solaire, le mouvement de la Terre autour du Soleil, et des satellites, par exemple autour de la Terre, il y a le satellite naturel qui est la Lune, mais aussi tous les satellites artificiels lancés par l'homme. Et donc on peut étudier par exemple le mouvement d'un satellite de télécommunication autour de la Terre. Et puisqu'on va étudier leur mouvement, on va chercher donc leur vitesse, leur accélération et aussi donc leur altitude. Altitude, ça veut dire la distance entre l'objet qui est au centre, la Terre ici ou le Soleil ici, et l'objet donc d'étude, la planète ou le satellite. Et on va donc chercher aussi donc leur période d'évolution et on va voir c'est quoi la période d'évolution. Donc pour accomplir cette étude, on va utiliser les lois suivantes. On va utiliser ce qu'on appelle la loi d'attraction universelle. On va utiliser la deuxième loi de Newton et les trois lois de Kepler. Donc nous savons que pour appliquer donc ces lois-là, le choix d'un référentiel est nécessaire. Donc il est nécessaire d'une manière générale pour l'étude des mouvements. Et nous avons vu dans les cours précédents, donc le cours sur la chute verticale ou le cours sur les mouvements plans, que le référentiel galiléen le plus adapté pour décrire les mouvements à petite échelle, c'est le référentiel terrestre. Donc ce référentiel est constitué d'un point du sol, donc ce point-là par exemple, ce point-là, et trois axes, donc en général un axe vertical, et donc deux axes dans le plan horizontal. Donc voici les deux axes dans le plan horizontal. Et donc il prend la Terre bien sûr comme référence. Dans ce référentiel, donc on peut donc étudier le mouvement sur Terre comme donc une balle lancée ou un véhicule en déplacement. Nous avons vu aussi donc l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc ce genre de mouvement, on peut les étudier en considérant un référentiel terrestre. Donc c'est le référentiel le plus adapté pour l'étude des mouvements à des échelles qui sont petites. Dans ce cours, nous allons utiliser deux autres référentiels qui sont plus adaptés pour l'étude des mouvements des planètes et des satellites. Nous avons ici donc le référentiel géocentrique qui est constitué du centre donc de la Terre, ici, et de trois axes donc pointant vers des étoiles suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes. On utilise donc ce référentiel pour décrire les mouvements à l'échelle de la planète, d'accord? C'est-à-dire donc à l'échelle de la planète pour lesquelles la rotation de la Terre ne peut être négligée, en particulier pour décrire le mouvement donc des satellites construits par l'homme ou de la Lune par exemple. Nous avons aussi le référentiel héliocentrique qui est convenable pour l'étude des mouvements des planètes autour du Soleil. Ce référentiel est défini par le centre donc du Soleil, d'accord, et de trois axes aussi donc pointant vers des étoiles donc suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes. Et ce référentiel est utilisé pour décrire des mouvements à l'échelle du système solaire,
comme celui des planètes, comètes et astéroïdes. Passons maintenant pour décrire les trois lois de Kepler. Donc, ces lois décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil, formulées par Johann Kepler. Donc, ces lois ont été établies grâce à des observations et mesures de la position des planètes faites par un astronome danois qui s'appelle Tycho Brahe. Donc, avant d'énoncer ces lois, on va voir quelques propriétés de l'ellipse qui nous seront indispensables lorsqu'on va donc parler des trois lois de Kepler. Donc on sait que l'ellipse est définie par deux paramètres, donc la longueur du demi-grand axe A ici et la longueur du demi-petit axe B. Et on sait qu'on peut utiliser donc différentes équations pour décrire l'ellipse. Ici je vais vous donner l'exemple de deux équations, l'équation cartésienne et l'équation bifocale. Donc pour l'équation cartésienne, c'est l'équation qui est dérivée de l'équation du cercle. Prenons ici un point M appartenant à l'ellipse. Ce point donc a deux coordonnées x et y. Ce point, il vérifie l'équation suivante, donc x carré plus y carré est égal donc à r carré. Donc R c'est quoi? C'est le rayon entre le centre donc, de l'ellipse, ici O, et le point M. Donc il existe une autre forme de cette équation-là, en divisant le tout par R carré. Donc ça nous donne une équation que vous connaissez bien. Donc l'équation d'un cercle. Donc le cercle a un rayon qui est constant. De manière générale, donc on peut écrire l'équation cartésienne de l'ellipse en utilisant les longueurs A et B. Donc x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Donc ça c'est l'équation cartésienne de l'ellipse. D'accord? C'est comme s'il y avait un rayon dans un sens et un rayon dans une autre direction, dans l'autre sens. D'accord? Donc ça c'est l'équation cartésienne de l'ellipse. Pour l'équation bifocale, donc l'ellipse peut être définie par deux points du grand axe appelé foyer, noté ici F1 et F2. Donc tel que pour tout point M, ici appartenant à l'ellipse, on a donc F1M plus F2M est égal à une constante. Donc voici l'équation bifocale. F1M plus F2M est égal à une constante. Donc cette équation est vraie pour tout point de l'ellipse. Ça veut dire si on déplace le point M le long donc, de cette corde ici, cette équation-là est toujours correcte. Donc que se passe-t-il si on arrive, donc si on déplace le point M et on arrive ici, donc au point d'intersection avec le grand axe? Si le point M se trouve ici. Donc à ce moment-là, on peut déterminer la constante que vous voyez ici. Pourquoi? Donc parce que vous voyez ici la distance entre F1 et M, donc cette distance-là, la petite distance ici, entre F1 et M, existe aussi de l'autre côté, par symétrie. Donc c'est cette distance-là. Et donc, f de M, donc la distance entre f de M, plus F1M, cette petite distance-là qui est ici aussi, donc ça correspond finalement donc, à la longueur du grand axe. Et donc la longueur du grand axe, c'est quoi? C'est A plus A. Donc c'est 2A. Et donc cette constante-là est 2A. Donc F1M plus F2M est égal à 2A. Donc voici l'équation bifocale pour l'ellipse. Passons pour décrire les trois lois de Kepler. Donc la première loi, elle s'appelle loi des orbites. Elle s'appelle également loi des trajectoires. Donc l'énoncé est le suivant. Dans un référentiel héliocentrique, donc nous avons dit que le référentiel héliocentrique, c'est le référentiel le plus adapté pour décrire le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc dans ce référentiel, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers de l'ellipse. Donc si j'ai une planète par exemple P, donc voici sur la figure P, et donc le Soleil représente l'un des foyers de cette ellipse, soit donc à F1, soit ici à F2. Dans ce cas, donc la trajectoire du centre d'une planète, c'est une ellipse.
D'accord? Donc vous voyez la trajectoire ici, c'est une ellipse. Et donc on peut utiliser l'équation bifocale que j'ai représentée donc dans la partie précédente. Donc ça veut dire que les deux segments, la distance donc séparant le point P ici des deux foyers F1 et F2 est une constante. Ça veut dire F1 P plus F2 P, donc le deuxième segment, est égal à une constante, donc qui est 2A, avec A, bien sûr, c'est le demi-grand axe de l'ellipse représenté ici. Passons à la deuxième loi de Kepler, qui s'appelle aussi loi des aires. L'énoncé est le suivant. Le segment de droite qui relie le centre du Soleil au centre d'une planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Donc ça veut dire quoi? On va utiliser cette figure ici pour expliquer cette phrase-là. Donc supposons que nous avons une planète ici et qui se déplace donc vers ce point ici. D'accord? Donc les deux droites rejoignant le centre du Soleil au centre de la planète donc vont former cette surface ici qui est donc l'aire A. Donc ici nous avons l'aire B de la même façon. Ici nous avons l'aire C. Donc nous avons la planète qui se déplace bien sûr le long de l'ellipse, donc la trajectoire elliptique. Donc selon cette deuxième loi, les trois durées ici delta T1, delta T2 et delta T3 sont identiques, et bien les aires A, B et C vont également être identiques entre elles. Donc cela a une conséquence, c'est que lorsque la planète est éloignée du Soleil, par exemple dans ce point-là qui s'appelle Aphélie, donc le point le plus éloigné du Soleil, donc lorsque la planète se retrouve ici, eh bien la planète parcourt une distance qui est beaucoup plus faible que lorsqu'elle est à proximité du Soleil. Donc vous voyez ici que la distance d'ici à ici est plus faible que la distance donc ici d'ici à ici. Et comme delta T1 et delta T3 sont les mêmes, si les distances donc ils sont différentes, l'une des conséquences c'est que le mouvement elliptique n'est pas uniforme. Ça veut dire que la vitesse n'est pas constante. Autrement dit, la planète va beaucoup plus vite lorsqu'elle est donc proche du Soleil, donc ici par exemple, et il est plus, donc la vitesse est plus faible quand elle est éloignée du Soleil. Donc alors on peut écrire que la vitesse de la planète est grande lorsqu'elle est proche du Soleil, ça veut dire ici par exemple, là au point donc au périhélie, alors qu'elle est petite quand elle est éloignée, par exemple ici au point à l'aphélie. D'accord? Et on écrit que donc le mouvement elliptique n'est pas uniforme. Ça veut dire que la vitesse n'est pas constante. Passons à la troisième loi de Kepler, qui s'appelle aussi loi des périodes. Donc l'énoncé est le suivant. Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du demi-grand axe est constant. Donc le rapport entre le carré de la période de révolution, donc T, c'est la période de révolution, le carré c'est T carré, divisé par donc le cube du demi-grand axe. Donc A, c'est le demi-grand axe, le cube c'est A3, donc est égal à une constante qu'on note par K. Donc cette constante-là, elle ne dépend pas de la planète, mais elle dépend seulement donc, de la masse du Soleil, et on va voir ça. Donc pour vérifier ce que cette constante est constante, dans notre système solaire, j'ai pris ici les quatre planètes que vous voyez ici, Vénus, Terre, Mars et Jupiter. Donc voici leur période de révolution, c'est-à-dire donc la durée mise par ces planètes-là pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Et voici donc le demi-grand axe. Et en calculant ce rapport, donc K, on trouve que toujours donc on a la même valeur. Ça veut dire que la troisième loi de Kepler est bien vérifiée pour notre système solaire. On peut prendre les autres planètes et on trouve toujours la même valeur pour K. Voyons voir maintenant quelques remarques qui sont indispensables. Donc la première remarque, dans le cas des planètes dont la trajectoire est assimilable à un cercle de rayon R, ça veut dire donc au lieu d'une trajectoire elliptique, donc nous avons une planète par exemple qui a une trajectoire circulaire. Dans ce cas, la troisième loi de Kepler, donc il s'écrit donc comme T carré sur R à la puissance 3 égale à donc K. Donc au lieu de demi-grand axe A, on utilise le rayon donc du cercle
R à la puissance 3 est égal à K, donc qui est une constante bien sûr. Donc jusqu'à présent, nous avons parlé juste donc des planètes qui tournent autour du Soleil, mais donc les trois lois de Kepler peuvent s'appliquer aussi donc à des satellites naturels. Comme vous voyez ici donc dans cette deuxième remarque, les lois de Kepler s'appliquent aussi à des satellites naturels ou artificiels en orbite qui sont donc en orbite autour d'une planète, qui tournent autour d'une planète. Et dans ce cas, donc c'est le centre de la planète qui est donc l'un des foyers de l'ellipse. Vous voyez ici donc au lieu du Soleil, nous avons la planète qui est donc dans l'un des foyers de l'ellipse. Et cette troisième loi donc de Kepler, T carré sur A à la puissance 3 qui est égal à une constante, et ne dépend que de la masse de la planète. Donc une troisième remarque concerne ce qu'on appelle l'excentricité E de l'ellipse. Donc c'est un facteur qui permet de caractériser la forme de l'ellipse. Il est donné par le rapport entre C et A, avec C donc c'est la distance entre l'un des foyers et le centre de l'ellipse. Et donc il existe un cas particulier, c'est le cercle. Donc le cercle correspond à la coïncidence entre les foyers F1 et F2 et donc du centre O, c'est-à-dire que la distance C est égale à 0 dans ce cas. Et donc nous avons une excentricité qui est égale à 0 dans le cas d'un cercle. Nous disons que le cercle est une ellipse dont l'excentricité est nulle. Donc, ce n'est pas juste un cadre théorique. Dans le cas des mouvements des planètes, il faut savoir que Vénus et dans une moindre mesure la Terre sont des planètes qui ont une excentricité, E, qui est très très proche de 0. Et donc, dans ce qui va suivre, on va considérer le cas des mouvements circulaires. C'est pas juste pour simplifier, donc c'est pas extrêmement loin de la réalité quand même. Donc avec ces conditions, ça veut dire dans le cas où les trajectoires des planètes peuvent être considérées comme circulaires, les lois de Kepler s'énoncent de la façon suivante. Donc la première loi, la trajectoire de la planète est un cercle dont le centre est le centre du Soleil. Donc maintenant, au lieu de dire que nous avons donc une trajectoire elliptique, nous avons donc une trajectoire qui est circulaire. La deuxième loi, la vitesse de la planète est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Donc nous avons vu donc avant de considérer le mouvement circulaire, le mouvement elliptique n'était pas uniforme. Maintenant que nous avons donc un cercle, donc dans le cercle nous avons une vitesse qui est constante, donc une vitesse qui est constante des planètes et donc le mouvement est uniforme. Et pour la troisième loi, donc on va remplacer tout simplement le demi-grand axe par le rayon de l'orbite du cercle dans l'équation que vous voyez ici, et donc T carré sur R à la puissance 3 est égal à une constante. Passons maintenant à l'application des lois de Newton. Nous allons étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil. Nous avons dit que les lois de Kepler permettent d'expliquer le mouvement apparent des planètes. Cependant, expliquer ne veut pas dire démontrer. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années pour que Newton, grâce à sa théorie de gravitation universelle, puisse justifier et démontrer complètement les lois de Kepler. Donc on va commencer par un petit rappel sur cette loi de gravitation universelle que vous avez vu en tronc commun. Donc deux corps A et B de masse MA et MB, éloignés par une distance DAB. Donc ça veut dire que la distance entre les centres d'inertie de ces deux corps-là, donc c'est DAB. Donc ces deux corps-là exercent l'un sur l'autre des forces dites forces d'attraction gravitationnelle. Donc je vais les représenter ici. Ça veut dire ici nous avons une force F. Donc c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. Et ici, nous avons la force exercée par le corps B sur le corps A. Ça veut dire que le corps B attire donc le corps A vers lui aussi. Et donc ces deux forces-là, elles ont la même direction. Ça veut dire qu'elles sont portées par la même droite. Donc la droite joignant les centres d'inertie des deux corps. Elles ont donc la même intensité. Ça veut dire que FAB égale à FBA.
Donc l'expression de la force d'attraction gravitationnelle, vous l'avez vu en tronc commun. Donc c'est G, qui est donc la constante de gravitation universelle. Le produit entre les deux masses, MA fois MB, divisé par la distance qui sépare les deux corps, donc DAB au carré. Donc ça veut dire que, on peut dire que la force d'attraction gravitationnelle est proportionnelle au produit des masses des deux corps et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare au carré. Donc la loi de gravitation universelle est valable dans le cas où les corps sont immobiles ou en mouvement. Ça veut dire même si les corps ils sont au repos, cette loi-là reste valable. Donc pour l'expression vectorielle de la force de cette force-là, donc on doit donc ajouter ici un vecteur unitaire, donc soit donc au centre d'inertie du corps A, soit ici. Donc je vais prendre par exemple un vecteur unitaire qui est donc orienté de A vers B. Je vais l'appeler UAB. Et cherchons maintenant l'expression vectorielle de FAB. Donc FAB, donc c'est moins GMA fois MB sur donc D carré fois donc le vecteur unitaire UAB. Donc pourquoi le moins ici? Parce que donc le vecteur unitaire UAB et la force FAB, donc ils ont des sens opposés. Donc puisque donc UAB c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme égale à 1. Donc si je prends par exemple le même vecteur unitaire, mais l'expression de la force FBA, donc ça doit être un plus G, donc MA fois MB sur D carré AB. Pourquoi maintenant plus? Parce que donc le vecteur UAB et la force FBA, donc ils ont le même sens, même direction et même sens. Bien sûr, on peut choisir un vecteur unitaire qui est orienté de B vers A, et donc on va inverser tout simplement les signes et les forces ici. Maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature du mouvement de la planète autour du Soleil. On va déterminer aussi la vitesse de la planète et la période de révolution. Et finalement, on va vérifier la troisième loi de Kepler. Donc, on considère une planète de masse MP, donc de centre d'inertie P, donc, en mouvement circulaire autour donc, du Soleil qui est ici au centre. Donc il y a une masse ms, donc la masse du Soleil. Comme d'habitude, on commence par le système étudié. Donc le système étudié ici, c'est la planète. Bien sûr, ça dépend de l'exercice. Si on veut donc par exemple dans l'exercice que la planète, donc par exemple s'il s'agit de la Terre, il faut mettre ici la Terre. S'il s'agit de Vénus, il faut mettre ici Vénus, et ainsi de suite. Donc pour le bilan des forces, la planète est soumise à la force d'attraction universelle. Donc c'est la force donc exercée par le Soleil sur donc la planète, donc c'est FSP. Donc pour pouvoir écrire l'expression vectorielle de cette force là, donc nous avons ici un vecteur unitaire qui est orienté donc du Soleil vers la planète, donc c'est USP. Et donc l'expression vectorielle de la force FSP, c'est moins donc G, produit entre les masses donc du Soleil et la planète, divisé par la distance qui sépare donc les centres d'inertie des deux, fois USP. Donc bien sûr ici nous avons le moins parce que le sens du vecteur unitaire USP est donc dans le sens opposé de la force FSP. Donc R, comme j'ai dit, c'est la distance qui sépare donc les centres d'inertie du Soleil et la planète. Donc ça c'est R. Donc pour le référentiel le plus adapté pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, donc c'est le référentiel héliocentrique qu'on va bien sûr supposer galiléen pour pouvoir donc appliquer la deuxième loi de Newton. Donc maintenant on va appliquer la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc
la seule force que nous avons ici, c'est la force d'attraction universelle, donc FSP est égale donc à la masse, de l'objet étudié, donc c'est la planète, donc MP, fois donc le vecteur accélération, donc du centre d'inertie de la planète qu'on a donc noté P, donc c'est AP. Donc nous savons que les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération d'un objet en mouvement circulaire s'expriment simplement dans le repère de Freinet. Donc on va utiliser ici la projection de cette relation vectorielle sur les axes du repère de Freinet. Donc juste un petit rappel sur ce repère là. Donc il est défini par deux vecteurs unitaires, le vecteur normal ici n, donc qui est orienté vers le centre de concavité de la trajectoire. Et nous avons le vecteur unitaire u qui est le vecteur tangentiel, il est tangente à la trajectoire. Donc on suppose ici que le mouvement de la planète est dans ce sens là, donc le vecteur tangentiel est donc suivant le mouvement de l'objet donc étudié. Et le vecteur accélération dans ce repère, donc c'est la somme de deux vecteurs, donc c'est la somme de l'accélération tangentielle AT, donc qui est suivant u, le vecteur unitaire u, plus donc l'accélération normale AN, qui est suivant le vecteur unitaire n. Et donc les expressions de ces deux donc accélération, l'expression donc de ces deux composantes d'accélération AT et AN, et donc elle est connue. Nous avons AT, donc c'est d de v sur dt, et nous avons AN, donc c'est v carré sur ρ, avec ρ donc c'est le rayon de courbure, donc ici on va mettre le rayon du cercle qui est R. Donc la projection on va commencer par l'axe U, la projection sur donc l'axe porté par le vecteur unitaire U. Et donc pour la force d'attraction universelle FSP, donc vous voyez ici elle est perpendiculaire à U, et donc sa projection sur l'axe porté par U est nulle, donc c'est 0, est égal donc la masse de la planète. Pour le vecteur accélération, comme j'ai dit, donc la composante suivant U c'est AT, donc c'est AT. Nous avons dit que l'expression de AT c'est d de v sur dt, donc à partir de ceci on peut écrire que d de v sur dt égale à 0. Donc la dérivée d'une fonction qui est égale à 0, ça veut dire que cette fonction là est une constante, et donc ça veut dire tout simplement que v ici c'est une constante. Et lorsque vous avez une vitesse qui est constante, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Donc maintenant on va projeter cette équation vectorielle sur l'axe porté par le vecteur normal, donc projection sur n. Donc pour la force d'attraction universelle, donc il est ici donc collinéaire avec n, donc même sens, même direction, donc c'est F SP est égal donc à la masse de la planète fois, et donc la composante du vecteur accélération suivant n, donc c'est AN. Donc on peut écrire ça, donc ici l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle, donc c'est G fois la masse du soleil fois la masse de la planète divisé par la distance qui sépare donc les deux est égal la masse de la planète fois donc le vecteur donc la composante normale de l'accélération c'est v carré sur r. Donc voici l'expression v carré sur r. Donc on simplifie ici par r et par donc la masse de la planète. Donc on trouve finalement que l'expression du rayon donc qui est G fois la masse donc du soleil divisé par v carré. Donc ici nous avons dit que la vitesse est constante, donc v est une constante, la masse du soleil est une constante, et nous avons ici la constante de gravitation universelle, donc R c'est une constante.
Puisque nous avons un rayon qui est constant, donc la trajectoire est circulaire et donc finalement on peut dire que le mouvement est circulaire. Et donc nous avons déterminé la nature du mouvement. Le mouvement du centre d'inertie P de la planète est un mouvement circulaire uniforme. Donc on peut utiliser cette expression ou celle-ci pour extraire l'expression de la vitesse du centre de la planète. Donc nous avons V carré sur R égale à GMS sur R carré. Donc on simplifie par R. On trouve donc que V carré est égal à GMS sur R. Donc et finalement l'expression de la vitesse du centre de la planète, donc c'est la racine carrée de GMS sur R. Donc comme vous voyez, cette expression montre que la vitesse de la planète est indépendante de sa masse. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la masse de la planète, mais elle dépend de la masse du Soleil. Donc maintenant pour la période de révolution T, donc comme j'ai dit, c'est la durée nécessaire pour parcourir une circonférence de longueur 2πr. Donc 2πr c'est le périmètre d'un cercle de rayon R. Autrement dit, c'est donc la période de révolution, c'est la durée mise par la planète pour accomplir un tour complet autour du Soleil. Donc son expression est donnée par cette équation. Et donc ici, on va remplacer V par son expression trouvée ici. Donc ça nous donne 2π. Donc 2πr, racine de R sur GMS. Donc je vais inverser celle-ci parce que le V ici est dans le dénominateur. Et on trouve finalement l'expression de la période de révolution. Donc T est égal à 2π racine R3 divisé par donc, la constante de gravitation universelle fois la masse du Soleil. Donc maintenant passons pour vérifier la troisième loi de Kepler. Donc ça veut dire est-ce que T carré sur A3 est égal à une constante. Donc A c'était donc la longueur de demi-grand axe dans le cas de l'ellipse, donc dans le cas d'un cercle, donc on va la remplacer par un rayon. Donc à partir de l'expression de la période de révolution, donc T carré c'est quoi? Donc T carré c'est 4P carré. Donc on va enlever la racine carrée ici, ça devient donc R3 sur GMS. Donc on va diviser par R3, donc T carré sur R3, donc ça nous donne 4P carré sur GMS. Donc nous avons ici un nombre, donc c'est une constante. Ici c'est la constante de gravitation universelle, la masse du Soleil est une constante, donc nous avons une constante qu'on a appelée K. Et donc la troisième loi de Kepler est vérifiée parce que donc T carré sur R3 est une constante. Une dernière remarque ici, vous voyez ici que si on connaît la période de révolution de la planète étudiée et le rayon de son orbite, on peut calculer la masse donc du Soleil parce que donc G est connu. D'accord? À la dernière partie du cours qui consiste à étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc on va reprendre les mêmes étapes que nous avons vues durant l'étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc on va commencer par l'application de la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature du mouvement. Donc on considère un satellite que vous voyez ici sur la figure, donc de masse ms, donc je vais appeler ça S pour satellite. Donc le satellite il a une masse ms et de centre de gravité G et un mouvement circulaire autour de la Terre qui a une masse mt. Donc la Terre c'est ici. Donc la Terre elle a un rayon donc RT. Donc ça c'est le rayon de la Terre. Donc le mouvement s'effectue selon une orbite que vous voyez ici circulaire de rayon R. Donc le rayon c'est donc entre le centre d'inertie de la Terre et le centre d'inertie du satellite. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça c'est le rayon. Donc le système étudié sur le satellite, le bilan des forces, le satellite est soumis à la force d'attraction universelle de la Terre. Donc voici la force exercée par la Terre sur donc le satellite, F ts.
pour écrire l'expression vectorielle de cette force-là, donc je vais ajouter donc un vecteur unitaire ici, donc orienté de la Terre vers le satellite, donc c'est UTS. Et donc l'expression de la force d'attraction universelle donc exercée par la Terre sur le satellite, c'est moins G, donc la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par donc le rayon donc au carré, la distance qui sépare les centres d'inertie de la Terre et le satellite, fois donc le vecteur unitaire UTS. Donc bien sûr le moins ici signifie que donc le sens du vecteur unitaire U et la force, ils ont donc des sens opposés. Donc le référentiel, nous avons dit que le référentiel le plus adapté pour l'étude donc des mouvements des satellites autour de la Terre, donc c'est le référentiel géocentrique. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale à la masse donc fois le vecteur accélération. Donc la seule force que nous avons ici, c'est la force d'attraction universelle, donc FTS est égale donc à la masse de l'objet étudié, donc c'est le satellite, donc la masse du satellite fois donc le vecteur accélération donc de son centre d'inertie, le centre de gravité G. Donc maintenant on va projeter cette équation vectorielle sur les axes du repère de Fresnel de la même façon que nous l'avons fait pour donc le cas du mouvement d'une planète autour du Soleil. Donc voici une figure qui va vous rappeler encore une fois donc des coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Fresnel ainsi que les donc vecteurs unitaires associés à ces composantes donc du vecteur accélération. Donc on va commencer par la projection de la relation vectorielle 1 donc sur l'axe porté par le vecteur unitaire U qui est donc le vecteur tangentiel qui est tangente donc à la trajectoire. Donc puisque la force d'attraction universelle donc FTS est perpendiculaire à U, ça veut dire que la projection sur cet axe là est nulle, donc c'est 0, est égale donc à la masse donc du satellite ms fois donc la projection de AG sur l'axe U, ça nous donne donc la composante de l'accélération tangentielle AT. D'accord. L'expression de AT c'est d de v sur dt, ça veut dire que d de v sur dt égale à 0, et donc v c'est une constante, et nous avons un mouvement qui est uniforme. Donc pour la projection sur l'axe n, donc l'axe porté par le vecteur normal n, donc vous voyez ici que la force de l'attraction universelle, donc il est collinéaire avec n, donc ils sont les deux des vecteurs centripètes, c'est-à-dire dirigés vers le centre donc de la Terre. Et donc le même sens, même direction, ça veut dire que la valeur c'est FTS. D'accord, donc est égal à la masse du satellite. Et la projection de AG sur donc ce vecteur-là, ça nous donne, sur l'axe donc porté par le vecteur n, ça nous donne la composante normale de l'accélération qui est AN. Donc l'expression de AN c'est V carré sur ρ. ρ c'est donc le rayon de courbure. Dans le cas d'un cercle, donc c'est le rayon du cercle. C'est V carré sur R. Donc on va remplacer donc la force par donc ici donc l'intensité de la force par son expression qui est G mt ms sur R carré, donc est égal à ms V carré sur R. Donc on va simplifier ici par R et par la masse du Soleil, on trouve finalement le rayon donc du cercle, donc de la trajectoire circulaire, qui est en fonction de la masse de la Terre. D'accord. Donc la masse de la Terre est une constante, la vitesse on a montré que c'est une constante, et nous avons ici la constante de gravitation universelle. Et puis donc puisque le rayon est constant, donc le mouvement est circulaire. On peut dire finalement que la vitesse du satellite est constante, son rayon est constant, donc son mouvement est circulaire uniforme. Donc maintenant on va utiliser cette expression là pour tirer l'expression de la vitesse, donc la vitesse du satellite. Donc ici il y a une information très importante qu'il faut connaître. Les satellites artificiels, donc ils sont repérés par leur altitude h et pas donc le rayon de la trajectoire. Donc l'altitude c'est la distance entre la surface de la Terre et le centre d'inertie donc du satellite, tandis que nous avons ici RT donc qui est le rayon de la Terre, et donc le rayon de la trajectoire circulaire, donc il commence par donc le centre d'inertie de la Terre vers le centre
d'inertie du satellite. Ça veut dire que le rayon de la trajectoire, c'est RT, donc là, cette distance-là, donc le rayon de la Terre, plus donc l'altitude H, qui est donc la distance entre la surface de la Terre et le centre d'inertie donc du satellite. Et donc on va remplacer R, donc le rayon de la trajectoire circulaire, par RT plus H. Donc on trouve finalement la vitesse est donnée par, je vais l'écrire avec la même couleur, donc la vitesse c'est G mt divisé par RT, donc je vais remplacer le petit r ici, donc le rayon du cercle par RT plus H. Comme vous voyez ici, donc l'expression de la vitesse du satellite est indépendante de la masse du satellite, elle dépend de la masse de la Terre. Donc voici l'expression de la vitesse dans ce cas. Donc pour la période de révolution t, son expression est donnée par cette équation-là. Donc 2πr, c'est le périmètre de la trajectoire circulaire. Donc je vais remplacer r par cette expression-là, donc en fonction de l'altitude. Et je vais remplacer v par cette expression ici. Donc ça nous donne 2π. Donc r, c'est rt plus h. Racine. Donc je vais inverser la fraction ici. Ça donne rt plus h. Donc sur G mt. Donc je vais faire entrer RT plus H à l'intérieur de la racine carrée. Donc ça donne 2π racine, donc RT plus H à la puissance 3 sur G fois mt. Donc voilà l'expression de la période de révolution dans le cas du mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc maintenant on va vérifier ce que la troisième loi de Kepler est vérifiée. Ça veut dire on va vérifier ce que t carré sur r à la puissance 3 est une constante. Donc t carré c'est quoi? Donc c'est 4 p carré. Je vais enlever la racine carrée, ça nous donne donc rt plus h à la puissance 3 divisé par g fois mt. Le tout donc sur r à la puissance 3 r, donc c'est rt plus h à la puissance 3. Donc on va simplifier par rt plus h à la puissance 3. Donc il nous reste finalement 4 pi carré sur g fois mt. Donc g c'est une constante, la constante de gravitation universelle. La masse de la Terre est constante, 4 pi carré est constante. Donc nous avons ici une constante. Et donc la troisième loi de Kepler est vérifiée. Donc vous voyez ici que donc, la période de révolution t et la vitesse ne dépendent pas de la masse du satellite. Donc ça c'est la vitesse du satellite. Et ça, c'est la période de révolution du satellite. Mais les deux, donc, ils ne dépendent pas de la masse du satellite, mais ils dépendent de quoi? De l'altitude du satellite. Donc, passons à la dernière partie de ce cours, qui est la satellisation. Donc, c'est quoi? La satellisation, c'est le fait donc, de mettre un satellite sur son orbite autour de la Terre, en lui communiquant une vitesse lui permettant d'avoir un mouvement circulaire. Donc, prenons par exemple l'exemple que vous voyez ici. Donc pour mettre un satellite S sur son orbite ici, donc il faut lui communiquer à l'altitude H une vitesse initiale qui est perpendiculaire au vecteur position OS que vous voyez ici. Et dont la vitesse vérifie donc la relation que vous voyez ici, donc la relation que nous avons trouvée auparavant, donc la relation qui est en fonction bien sûr de l'altitude H. Donc la technique de la mise d'un satellite sur son orbite peut être résumée par les deux étapes suivantes. Donc la première étape, c'est de porter le satellite par une navette spatiale à un point, donc S que vous voyez ici, situé donc à une altitude H de la surface de la Terre. Et deuxièmement, donc on va libérer le satellite avec une vitesse, comme j'ai dit, qui est perpendiculaire au vecteur position OS. Donc une dernière remarque sur les satellites géostationnaires.
Parmi tous les satellites qui nous tournent autour, eh bien, il y en a certains qui ont une particularité, c'est que du point de vue du sol terrestre, ça veut dire, donc on ne parle pas de la Terre dans sa globalité, là on se met donc dans un référentiel terrestre, donc associé à un petit morceau du sol terrestre, eh bien, ces satellites sont immobiles et ils sont donc appelés géostationnaires. Alors, comment c'est possible qu'ils soient immobiles par rapport au sol terrestre? Donc, la réponse est simple, donc c'est que ces satellites géostationnaires accompagnent le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Donc, nous savons que la Terre tourne sur elle-même et tourne aussi donc autour du Soleil. Et donc, si le satellite géostationnaire suit le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, donc du point de vue d'un terrien, donc un observateur, donc un homme qui se trouve, donc, par exemple ici sur Terre, donc eh bien on aura l'impression que ce satellite géostationnaire ne bouge pas, il est donc immobile. Donc vous voyez ici donc sur la figure, supposons qu'un observateur se retrouve ici, donc il voit donc le satellite géostationnaire. Donc après une rotation de 6 heures, donc l'observateur bien sûr il est attaché à la Terre, donc qui est en rotation, et donc l'observateur serait ici, donc dans ce point-là, et bien sûr le satellite géostationnaire est sur le plan de vision de l'observateur. Donc il aura l'impression que le satellite géostationnaire est immobile, donc il ne bouge pas. Bien sûr, pour avoir donc ce genre de satellite géostationnaire, il faut donc vérifier quelques conditions. Donc la première condition, c'est que donc le satellite géostationnaire doit décrire un mouvement circulaire uniforme dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Il évolue donc dans un plan contenant l'équateur. Donc vous voyez ici le plan de l'équateur. Donc il est perpendiculaire à l'axe des pôles donc nord et donc le pôle nord et le pôle sud. Donc ça c'est la première condition. Ça veut dire que donc le satellite géostationnaire tourne sur une orbite située dans le plan équatorial. D'accord? C'est l'orbite qu'on a appelée ici orbite géostationnaire. Donc la deuxième condition, c'est que le satellite géostationnaire doit donc tourner dans le même sens que la Terre. Donc ça c'est évident. Donc si la Terre bouge dans le sens que vous voyez ici, donc le satellite géostationnaire donc il doit donc suivre le même sens. Et dernièrement, donc la dernière condition, c'est que la période de révolution doit être égale à celle de la Terre, donc qui est 23 heures 56 minutes pour être exact. Donc c'est pas 24 heures, mais donc parfois donc dans les exercices on prend 24 heures pour simplifier, mais donc la valeur exacte de la période de révolution c'est 23 heures 56 minutes. Donc, comme je l'ai dit, le choix d'une orbite est déterminé par l'altitude, ça veut dire la hauteur du satellite au-dessus de la surface de la Terre. Donc, pour calculer l'altitude d'un satellite géostationnaire, on va utiliser l'expression donc de la période de révolution, donc que nous avons trouvée ici. Donc, on va tirer donc l'expression de h à partir de cette équation-là. Donc, finalement, donc on trouve que l'expression de l'altitude d'un satellite géostationnaire est donnée par cette expression ici. Donc, vous voyez ici que nous avons des paramètres qui sont connus, donc le rayon de la Terre, nous avons ici la masse de la Terre, nous avons la constante de gravitation universelle et la période donc de révolution. Donc si on fait l'application numérique, on trouve donc la valeur suivante, donc 35 800 km. Donc suivant les sources, parfois on dit que c'est environ tout simplement 36 000 km. Donc c'est l'altitude d'un satellite géostationnaire. Donc on s'arrête ici. Si vous avez des questions concernant ce cours-là, vous pouvez utiliser donc la section des commentaires. Salam alaikum wa rahmatullah.